Bonjour à tous. J'ai ici deux fours à micro-ondes, un ici et un là, qui ont à peu près les mêmes symptômes. Les symptômes de celui-là, c'est qu'il ne chauffe pas, mais il n'y a rien d'autre de suspect. Celui-ci, il ne chauffe pas. Je parle uniquement de la fonction micro-ondes, hein, parce que ils ont tous les deux une fonction grill. La fonction grill, je ne l'ai pas testée, ça ne m'intéressait pas pour des raisons personnelles. Celui-là, il ne chauffe pas et en plus, il a un vieux bruit. Je parle pas du bruit du ventilo, mais c'est peut-être le ventilo qui tourne mal aussi. En tout cas, ils ont en commun de ne pas chauffer. Alors, je viens de décortiquer celui-ci. Si vous avez besoin de davantage de détails et que ça aille moins rapidement, dans la description sous la vidéo, je vous ai mis un ancien épisode dans lequel je vous montrais comment démonter un four à micro-ondes de A à Z, en partant du principe que vous étiez débutant. J'attire votre attention que si vous ouvrez un four à micro-ondes, tout de suite après avoir enlevé cette partie, vous devez prendre des pinces qui sont isolées et venir faire un court-circuit ou un équivalent avec un équipement plus sérieux, ici, pour pas vous électriser. Vous pouvez vous infliger des dégâts au cœur, hein, si vous touchez ça et que c'est chargé. Rapidement, vous voyez, je vous donne les informations, c'est un 1200 watts. La marque phare, on s'en fiche. Bon, c'est surtout 1200 watts pour moi qui m'intéresse. C'est un four en micro-ondes d'entrée de gamme, voilà. J'ai testé le fusible ici qui se trouve sur ce que j'appelais carte d'alimentation et qu'il me semble que certains appellent plutôt carte filtre antiparasite. Ce fusible, il est bon. Je l'ai testé au multimètre en mode testeur de continuité. Pas de problème. Toujours en mode testeur de continuité, j'ai testé le magnétron. Alors certes, il serait préférable que je l'eusse fait avec un mégaohmmètre, mais je n'en dispose pas. Si vous voulez vous m'en offrir, volontiers. Il n'y a rien de suspect sur ce magnétron, il n'y a pas de défaut d'isolement. Entre là et là, il y a continuité. Entre là et la cage, il n'y a pas. Entre là et la cage, il n'y a pas. Voilà. Si vous ne savez pas comment tester, que vous voulez plus de détails sur tester le magnétron, je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Le transformateur haute tension, pareil. Dans un épisode précédent, j'ai montré comment vérifier si a priori il était bon. Avec le multimètre en mode testeur de continuité, il n'y a pas de défaut d'isolement, tout va bien. J'ai testé avec un capacimètre le condensateur haute tension. Il n'y a rien de suspect, la valeur est tout à fait correcte au regard de la capacité qui est indiquée ici. Par contre, ce serait lui le coupable. Ça, c'est le fusible généralement de 5000 volts entre 500 mA et 750 mA. Ça dépend des modèles, ça varie légèrement. Voilà, vous voyez, lui, c'est un 5000 volts, 650 mA, 0,65 A. Et lui, il y a rupture de continuité. Si ce n'était pas assez clair pour les débutants, ces éléments indiquent que si votre four à micro-ondes ne chauffe plus, en tenant compte qu'il n'a pas d'autres signes de dysfonctionnement et en tenant compte des autres vérifications auxquelles j'ai procédé, eh bien pour retrouver un four à micro-ondes qui fonctionne correctement, il suffit de changer ça. Fusible 5000 volts 650 mA, celui-là. Bon voilà, ces caractéristiques sont marquées dessus. Il n'est pas obligatoire de reprendre la même longueur. Vous pouvez trouver des pièces de remplacement sur eBay, tout simplement. Moi, j'en vends d'occasion sur ma boutique eBay. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, mais j'en ai pas beaucoup. J'en fais pas rentrer tous les jours non plus. Vous en trouverez des neufs à des prix corrects. Je pense plutôt à eBay. Et ça coûte que quelques euros, hein, livraison incluse, donc ça peut valoir le coup, hein, plutôt que de redépenser, je sais pas, 40-50 euros pour un nouveau four à micro-ondes. Donc je vais ranger ça et je vais passer à l'autre four à micro-ondes, voir si c'est la même histoire. Voilà, ça c'est le deuxième four à micro-ondes. Je sais pas s'il y a vraiment une différence de puissance. Bon, c'est la marque Secotech, Proclean, machin, on s'en fiche. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y avait pas de fusible 5000 volts. J'ai cherché à voir s'il n'était pas dissimulé dans un câble, parce que des fois, c'est le cas de certains fusibles, ils sont dissimulés. Condensateur haute tension, n'a aucun problème. J'ai vérifié pareil, je n'ai pas de mégaohmmètre, toujours pas, mais au testeur de continuité, il n'y a pas de problème sur le transformateur. Chose assez surprenante, je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est l'équivalent de la carte d'alimentation, enfin, c'est la carte d'alimentation, carte filtre antiparasite. Le fusible est bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé aucun fusible 5000 volts. Chose surprenante, mais pas tellement, puisque le but, effectivement, des fabricants, c'est de faire toujours des économies. Et
Et si on peut faire sauter les composants, le fusible 5000 volts, si on peut faire des cartes de plus en plus petites avec moins de composants, ben, j'imagine qu'on fait des économies d'échelle. Et là, cette fois-ci, donc j'ai vérifié déjà, en fait, visuellement. Vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la connectique, là. C'était fortement en tension. Je pense que c'est un problème qui remonte à l'assemblage en usine. En fait, il est de biais dans le sens du transformateur. Dans le four à micro-ondes, c'est dans cette position. Vous voyez, c'est incliné dans cette direction parce que là, vous avez de ce côté, vous avez l'amas de fils ici, là, qui viennent se brancher sur le condensateur haute tension, qui n'est pas là d'ailleurs, qui est là, qui a une position fixe vissée à la carcasse. Et il semble que quand il l'est assemblé, ça a tiré déjà. Pour connecter tout ensemble, ils ont dû tirer sur la connectique. Et en plus de ça, pour ne rester que sur la partie visuelle, bah déjà il y a du verre de gris là sur le... Je pense que c'est une paille de fer en laiton, vu la couleur, j'en suis pas sûr. Mais vous voyez qu'il y a un problème au canon. Hein. Ceci dit, je suis pas sûr qu'une telle déformation soit suffisante pour avoir un dysfonctionnement. Mais c'est bizarre, bah, à mon avis c'est un choc lors de l'assemblage aussi. Hein. S'ils ont été aussi délicats pour ça que pour ça, ça expliquerait qu'en allant vite, en voulant aller vite, ils aient tapé lors de l'installation. Mais ça, c'est pas vraiment un problème. Par contre, là on voit du verre de gris, hein. Mais là, si c'est du verre de gris, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu d'autres ions métalliques? Je sais pas. En tout cas, il y a un problème de continuité, c'est-à-dire que ça, là, ces deux bornes, chacune, est en continuité électrique avec la carcasse métallique. Bon, il y a un gros problème d'isolement sur ce magnétron. Je suis surpris d'ailleurs que mon disjoncteur divisionnaire ne sautait pas, ou l'interrupteur différentiel. Je pense que c'est plutôt le disjoncteur divisionnaire, mais là je suis un peu fatigué, ça se trouve, je me trompe. Bon, en tout cas, les symptômes de ce four à micro-ondes, c'est il ne chauffe pas, et en plus, il y a un second bruit bizarre, mais si ça se trouve, c'est la rotation du ventilateur, un problème de roulement, c'est un truc que j'avais déjà vu dans un épisode précédent. Mais le ventilateur, je trouve qu'il est quand même d'extérieur super propre, il a l'air d'être quasi neuf, hein. Mais ça veut rien dire néanmoins. Dans un épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo, c'est bien le ventilateur qui faisait du bruit, qui se met... Enfin, vous voyez, je sais pas s'il se mettait en résonance, mais des fois, il tournait pas parfaitement rond, et à la vitesse où il tourne, ça donnait des bruits assez forts. Il me semble qu'ici, sur ce genre de ventilateur, en fait, pour faire l'économie de roulement, qui doivent coûter un peu trop cher, ou empêcher de faire des économies, ou un max de bénéfices, il n'y a pas vraiment de roulement, c'est un substitut en roulement, là. Donc, vous voyez la moitié du mécanisme ici, là. Et l'autre moitié là, quoi. Mais ça se trouve, malgré l'état général qui a l'air très très bon, peu usité, il y a peut-être effectivement un micro-problème qui fait le deuxième bruit. Enfin bon, pour en revenir à notre question principale, c'était quand même le problème, c'est quand même que ça chauffait pas. C'est ça qui empêchait surtout de s'en servir. C'est pas un coup du fusible 5000 volts, c'est le magnétron qui est hors service, hein. Grave problème d'isolement. Mais ceci dit, il y a quand même un point commun, c'est que quand c'est le fusible 5000 volts qui est constamment ouvert, qui a cramé, et ben du coup le magnétron n'est pas alimenté avec la tension nécessaire, et du coup il ne fonctionne pas. Donc quelque part c'est un petit peu, d'une certaine manière, on peut voir un gros point commun, c'est un petit peu la même chose, c'est le magnétron dans les deux cas qui ne fonctionne plus. Dans le premier cas, c'est qu'il n'était plus alimenté. Et dans le deuxième cas, il est bien alimenté, mais c'est lui qui a un problème. Sa circuiterie interne a été endommagée. Alors, est-ce que c'est lui qui faisait le bruit bizarre également? C'est pas impossible. Va savoir ce que les champs magnétiques qu'il génère ou les courants électriques peuvent occasionner comme vibration, surtout qu'on voit que c'est branlant, effectivement. Est-ce que c'est là qu'il y avait quelque chose qui produisait du son? Est-ce que c'est cette espèce de verre de gris qui... Bon. En tout cas, je vais pas le tester, hein, parce que là, l'appareil, c'est un magnétron, c'est très dangereux. Vous avez vu que tous les tests, je les pratique après avoir débranché électriquement et déchargé le condensateur haute tension. Là c'est dangereux, hein. Et de toute façon, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour savoir qu'il faut que je le change, tout simplement. Et vous trouverez des magnétrons d'occasion sur eBay ou neufs. Moi, j'en vends d'occasion sur eBay. Je vous mettrai le lien vers ma boutique et dans la description sous la vidéo. Mais il y en a des neufs aussi, hein, sur eBay, et je suppose qu'il y a d'autres vendeurs d'occasion sur eBay. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo.
J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.